Mardi 5 mars 2018, salut à tous, salut à tous les gilets jaunes plus particulièrement. On ne s'est pas vu depuis plusieurs semaines, pour différentes raisons. Il y a eu les vacances, je suis dans une zone où on prend les vacances en premier, nord-ouest de la France, et je suis parti dans le sud-ouest de la France, rencontrer d'autres camarades gilets jaunes. Bon, c'est pas la peine de parler de ça. La situation des gilets jaunes se dégrade doucement mais sûrement. On voit bien qu'il n'y a plus les mobilisations du début, du mois de novembre et du mois de décembre, c'est plus pareil. Je dis pas que le cœur n'y est plus, hein. Chez beaucoup de gens évidemment le cœur y est toujours. Mais enfin, la population a changé, ça je l'avais déjà fait remarquer, puis tout le monde le remarque, hein. C'est plus beaucoup les mêmes gilets jaunes, en tout cas pour ce qui concerne les manifestations de Paris. Les gilets jaunes authentiques, comme je l'avais déjà dit, ont été en grande partie remplacés par des gilets jaunes inauthentiques, c'est-à-dire des mecs qui ont pris le train en marche, je parle de l'extrême gauche, la France insoumise, les anarchistes, les trotskistes, qui ne peuvent pas supporter qu'un mouvement social leur échappe. C'était le cas au début. Les gilets jaunes, je l'ai dit, je l'ai redit, et puis c'est constaté par tout le monde. Au départ, c'est des gens de la province qui manifestent contre les hausses du prix de l'essence et du diesel notamment, puisqu'ici en province, moi je suis en campagne, on roule au diesel. Hein. Et ça se ressent tout de suite. Hein. Si vous avez 10 centimes de plus dans les gencives, à la fin du mois, c'est moins de gâteaux pour les enfants et moins de sorties. Voilà, c'est pas compliqué. C'est ça les gilets jaunes à la base. On veut plus de liberté, moins de taxes, plus de liberté. Et notamment plus de liberté de parole. Tiens, je vous prends par exemple. Regardez. Moi, je crois qu'il doit me rester 2 points sur mon permis de conduire. Depuis un certain temps. Alors je fais très très attention maintenant, je roule comme un petit vieux. Hein. Je suis super pépère moi maintenant. Enfin, super pépère. Pas vraiment, puisque je viens encore de me reprendre une prune. N'ayant pas de voiture, n'ayant pas de maison, n'ayant rien à moi, évidemment, puisque vu la situation, enfin bon, ça c'est autre chose, ça vous intéresse pas. J'ai l'honneur de vous adresser sous ce pli l'expédition de l'ordonnance du dossier enregistré sous le numéro mentionné ci-dessus. Cette ordonnance n'est pas susceptible d'appel. C'est-à-dire que vous voulez refiler votre amende à quelqu'un d'autre en disant voilà, c'est pas moi qui conduisais, c'est lui. Bah, ce n'est pas possible. Ce qu'il faut maintenant, c'est aller en cassation. Et puis pour aller en cassation, il faut prendre un avocat. Donc voilà, c'est pour ça que moi, samedi prochain, je serai gilet jaune. Hein. Parce que j'en ai marre d'être taxé, poursuivi par des huissiers, montré du doigt comme un mauvais citoyen, qu'on me prenne mes points sur mon permis de conduire. J'en ai ras-le-bol de tout ça. Et je vois aussi que le prix du gasoil, il s'est pris 10 centimes, là, il y a 15 jours. Hein. On s'est pris 10 centimes en plus, là, en l'espace d'une dizaine de jours. Voilà, donc la situation par rapport au mois de novembre 2018 n'a pas changé, visiblement, ça empire même. Et j'en ai marre aussi qu'on me dise ce que je dois penser. Que je dois penser qu'il faut vivre ensemble avec tous les immigrés du tiers-monde qui arrivent, que je dois accepter le fait qu'à la télévision, par exemple, sur tous les plateaux de télévision, on me dise qu'il faut que j'accepte la société multiculturelle, que je sois tolérant. J'en ai marre de tout ça. J'en ai marre qu'on me menace de poursuites judiciaires si je dis qu'il y a trop de bip à la télé, et aussi trop de bip à la télé, et que dans les rues de quasiment toutes les villes de France, il y a trop de bip. Voilà, là je suis condamné pour ça. On est susceptible d'être condamné pour ça, on ne peut plus rien dire dans ce pays. Sur le lobby LGBT par exemple, on n'a même plus le droit de s'exprimer à ce sujet. J'ai pas le droit de dire que peut-être qu'un enfant devrait être né d'un père et d'une mère. Ça, on n'a presque plus le droit de le dire, vous voyez. Voilà, ce sont des zoukas, c'est une pression dans la cocotte minute qui fait qu'on a envie de se barrer de ce pays, quoi. Mais on n'a non plus pas envie de laisser notre pays à ces gens-là. Et pour rebondir sur les gilets jaunes, je tombe sur un texte d'extrême gauche, de gauchistes, où ces gens se félicitent que les fachos, selon eux, aient été dégagés du mouvement des gilets jaunes. Mais oui, mais c'est ça le problème. Et ils se félicitent, ils se disent maintenant on est beaucoup plus libre dans les manifestations de gilets jaunes, on peut revendiquer nos droits à l'égalité, les immigrés, les féministes, les syndiqués, les syndicats, tous ensemble, avec le mouvement LGBT, on peut revendiquer
manifester, exprimer nos revendications. C'est pas du tout le gilet jaune authentique, ça. C'est ça qui est devenu le mouvement des gilets jaunes dans les grandes villes. C'est-à-dire on passe du prolo qui soulève des parpaings, ou alors, bon, du paysan c'est autre chose, mais en tout cas à la base c'est le petit artisan, c'est le petit entrepreneur, c'est l'employé de chez McDonald's ou de chez Kiabi, ou toutes les merdes de grande surface qu'il y a dans la périphérie des petites villes là. C'est lui à la base le gilet jaune. Et ça finit par le LGBT, le gauchiste pro-immigré, le pakistanais aussi, pourquoi pas. C'est comme ça qu'il va finir le mouvement des gilets jaunes. Là, je suis un petit peu déçu de la forme que ça a pris, en tout cas notamment à Paris, et je pense que c'est aussi le cas dans les grandes villes. Et puis je vous rappelle qu'on est passé de 250 000 manifestants au début, et là on est passé sous la barre des 40 000. Hein. Alors moi j'accuse la France insoumise d'être responsable de cet état de fait. J'accuse la France insoumise qui, depuis, je crois que c'est l'acte 9, a fait une scission avec, disons, le mouvement des Gilets jaunes authentiques, en exprimant des idées antifascistes. Il est temps pour les Gilets jaunes de se structurer, que les Gilets jaunes deviennent un mouvement. Mais ce qui fait la force des Gilets jaunes, c'est que même s'ils sont différents, ils sont ensemble. Et il faut qu'on soit capable de le faire au niveau national, d'être ensemble avec les syndicats, qu'on soit capable d'être ensemble avec les policiers, avec les infirmiers, avec les écoles, avec la santé, tout ça. Il faut qu'on s'unisse tous ensemble. On ne peut pas y arriver si on n'est pas unis. Je rappelle qu'à la base, il n'y a pas d'idée dans les gilets jaunes. On est tous en gilets jaunes. Il n'y a pas de drapeau, si ce n'est le drapeau français. C'est tout. Et les drapeaux régionaux. Eux, ils sont arrivés comme des gros bourrins avec leur drapeau rouge, leur drapeau de Che Guevara. Là, donc tout le monde se fout. Hein. Je vous rappelle que Che Guevara, mais 99% de la population s'en fiche complètement du geste de Che Guevara. Alors ça peut exalter certains jeunes entre 18 et 24 ans, ça je veux bien le croire. Hein. Nous aussi, on aime bien les figures de héros révolutionnaires. Mais enfin, dans les Gilets jaunes, ça n'avait pas lieu d'être. Et vous avez fait fuir, vous, la France insoumise, vous avez fait fuir des dizaines de milliers de personnes. Oui, oui. La France insoumise, le média d'Aude Lancelin, Ruffin, oui, enfin Ruffin, il s'est absenté, il a fait son petit film, là, il est content. Et ça je vous rappelle hein, que vous, la France insoumise, et puis les gauchistes en général, tous les gages que vous donnez sur l'antiracisme, ça ne vous a pas empêché d'être accusé mardi 19 février dernier par le gouvernement d'être des antisémites, puisque le gouvernement aujourd'hui, avec tous les gens qui sont derrière les Benjamin Griveaux, les Castaner et les Macron, on connaît les gens qu'il y a derrière, hein. Ils vous accusent d'être antisémites aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous répondez? Vous répondez non, non, on n'est pas antisémite, on est juste antisioniste. Ils vous mettent dans le même sac que nous. Vous n'avez pas le choix. François Ruffin a été harponné par Enthoven, je crois, ou par d'autres de la petite communauté dont on ne peut même plus citer le nom, comme étant un odieux antisémite, parce qu'il a cité Rothschild, il a dit que Macron avait un visage qui lui était insupportable, et que ce qu'il représentait, à savoir le pouvoir des banques, entre guillemets des Rothschild, incarnait ce qu'il y avait de pire. Et oui, non, c'est le journaliste du Point, Maran, Saïd Maran. Bon, j'ai déjà parlé de Saïd Maran dans mon bouquin sur le fanatisme BIP, en 2007. Et effectivement, je crois que c'est un Maran qui ne supporte pas les allusions antisémites. Alors François Ruffin, oui, voilà, vous êtes dans le même sac que nous aujourd'hui. Hein, pour les Bernard-Henri Lévy, pour les Enthoven et pour les Macron, vous êtes dans le même sac que les pires antisémites d'extrême droite. Voilà, donc c'est qui notre ennemi? Bah pour nous, enfin, moi j'essaye de raisonner en termes politiques. Pour moi, mon ennemi, c'est pas les petits groupes antifascistes qui composent 150 personnes sur toute la France. Les Black Blocs, tout le monde s'en fout des Black Blocs. Ni même la France insoumise, ni l'extrême gauche, c'est pas notre ennemi. Ce sont toute la différence entre les antifascistes et les patriotes, c'est que les antifascistes nous haïssent, parce qu'ils considèrent que le fascisme, comme ils disent, c'est le fer de lance du grand capital.
Bon, nous, ça nous fait bien marrer, hein, faire de lance du grand capital, on est avec 1500 € par mois. La plupart des gens dans le milieu nationaliste sont des gens qui sont déclassés, qui vivent du RSA, enfin en tout cas beaucoup, il n'y a pas que ça, hein. Mais quand on dit qu'on est le fer de lance du grand capital, ça nous fait doucement rigoler. Mais la différence, c'est que ces gens-là nous haïssent, alors que nous, on les méprise. Parce qu'on sait très bien que c'est les antifas, l'extrême gauche, les gauchistes, sont des gens qui sont manipulés par des idéologues qui sont à peu près toujours les mêmes, qui viennent très souvent d'une petite communauté très homogène, qui nous disent, ces gens-là nous disent qu'il faut être ouvert, abolir les frontières, travailler pour le grand mélange universel, pour instaurer la paix sur Terre. Je l'ai dit, je l'ai répété, ça fait 15 ans que je le dis dans tous mes bouquins, avec force référence, des milliers de références à l'appui, hein. Donc le gauchiste qui lit ces livres, qui n'a que des livres de ce genre-là dans sa bibliothèque, effectivement, nourrit une haine féroce pour l'extrême droite, qui empêche, justement, qui bloque ce grand mouvement progressiste vers l'unification mondiale et vers le paradis sur Terre. Ce que le gauchiste devrait essayer de comprendre un petit peu mieux, c'est que il s'agit effectivement d'un projet religieux, mais ça, il ne peut pas le voir tout de suite. Avec sa grille de lecture très terre-à-terre, très matérialiste, il ne peut pas le voir. Mais ce qu'il peut voir très concrètement, c'est que quand on ouvre les frontières, quand on dit ouverture totale des frontières, droit de transhumance, si je puis dire, intégrale, pour les immigrés et pour les capitaux, c'est ce qu'avait dit Besancenot sur le plateau de... Eh ben moi, je suis pour la liberté de circulation, d'installation pour tous. C'est vrai pour les migrants, c'est vrai pour les capitalistes. C'est-à-dire, c'est pas compliqué. Si on abolit toutes les frontières, demain, il y aura 280 millions d'immigrés subsahariens en France. Alors moi, je pose la question aux gauchistes. Est-ce que 280 millions d'immigrés subsahariens en France en quelques années, est-ce que ça vous dérangerait ? Le vrai gauchiste, l'anarchiste, le black bloc, l'antifa, ou même à la France insoumise, normalement, on me dit non, ça ne nous dérange pas. C'est-à-dire la submersion du monde blanc, de la civilisation occidentale, au sens propre, hein, pas celle qu'elle est devenue depuis, on va dire, 150 ans avec le capitalisme, justement. Mais le monde blanc serait submergé par ces centaines de millions d'immigrés, ces milliards d'immigrés, puisqu'aujourd'hui la planète comporte presque 8 milliards d'habitants. On était à 4 fois moins, je crois, il y a 30 ans. 3 ou 4 fois moins, quelque chose comme ça. Ça va très vite, hein. Donc je repose la question à ces gauchistes, est-ce que ça vous dérangerait ? Le gauchiste, il me répond non. Non, parce que lui, ce qu'il voit, c'est que le capitalisme, il est en Occident. Ce qu'il n'arrive pas à voir, c'est que l'Occident a été subverti par le capitalisme, comme le tiers-monde a aussi été subverti par le capitalisme. Quand je dis capitalisme, en fait, ça veut dire le mondialisme. Mais les gens d'extrême gauche sont mondialistes, ils veulent l'ouverture des frontières. Ils ne peuvent pas concevoir que l'ouverture des frontières, c'est très très bon pour le grand capital, c'est très très bon pour le mondialisme, c'est très très bon pour la finance internationale. Ils n'arrivent pas à le voir, ça. Pourquoi ? C'est quoi le problème ? Le problème, c'est que les idéologues des gens d'extrême gauche leur disent « on ne parle pas aux fascistes ». Blocage, un mur, on construit un mur. Les fascistes, c'est ce qu'il y a de pire, c'est ça qu'on leur a dit. Donc, la guerre qu'ils nous mènent au sein des Gilets jaunes, par exemple, elle vient justement de ces idéologues, qui sont toujours les mêmes, hein, toujours issus de la même petite communauté, hein, je vous le rappelle. Hein. Et si ces idéologues ne veulent surtout pas qu'il y ait un dialogue entre les gens d'extrême gauche et nous, c'est qu'ils savent que les gens d'extrême gauche vont perdre. Et c'est Clémentine Autain, c'est la seule qui l'avait remarqué au début des Gilets jaunes, quand on commençait, tous les journalistes du système accusaient les Gilets jaunes d'être infiltrés par l'extrême droite, et qu'il commençait à y avoir un rapprochement rouge-brun entre l'extrême gauche et l'extrême droite. C'est Clémentine Autain qui avait parfaitement compris que dès qu'il y a un dialogue qui s'instaure avec des gens d'extrême droite, et ben c'est l'extrême gauche qui perd, forcément, parce que nous, on sait beaucoup plus de choses sur le système que les gens d'extrême gauche qui se limitent à des revendications salariales, au pouvoir d'achat, à la fiscalité, aux impôts. Ce qu'ils veulent, c'est taxer les riches. Ils n'ont pas une vision globale, comme nos vrais adversaires ont une vision globale de l'avenir de l'humanité. Nous, on a une vision globale de l'avenir de l'humanité. Et c'est pas du tout ce que les gens d'extrême gauche pensent. Et je vais même vous dire un truc. Les gens d'extrême gauche pensent qu'on est des sales blancs racistes, nous, les fachos. Ils nous appellent comme ça.
Le 1er décembre, le mec qui assurait ma sécurité, c'était un ancien juif. Ok. Non, le 24 novembre. Le 1er décembre, lorsqu'il y a eu la bagarre, lorsqu'on a été agressé par une bande d'une trentaine d'antifa, le mec qui a relevé Yvan Benedetti, c'était un arabe, il était avec nous. Le journaliste qui s'est fait frapper par des gauchistes aussi, je ne sais plus à quel acte c'était, à Paris, ça devait être au mois de janvier, je crois, c'était un asiatique d'extrême droite. Le type qui a frappé Antonin Bernanos, il était aussi d'origine asiatique, et il était d'extrême droite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'extrême droite aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est blanc, on défend les blancs, enfin en tout cas moi c'est mon cas, moi j'estime être, je vais pas le dire parce que sinon YouTube va me censurer, hein, être, voilà, blanc, mais on accepte parmi nous des gens qui défendent les blancs. Vous voyez, donc il y a une conception qui est effectivement biologique, mais c'est pas suffisant pour faire une identité. Donc, ceci dit, des étrangers qui défendent les blancs, il n'y en a quand même pas énormément. C'est pour ça que moi je suis assez ouvert là-dessus, c'est que je sais que la grosse masse des immigrés afro-maghrébins, musulmans, vote socialiste. Ça a été montré aux élections de 2007, je crois que c'était 82% des immigrés qui votaient socialiste. Ça se comprend, hein. C'est une question matérielle, financière, allocataire, si je puis dire. Donc j'en suis parfaitement conscient, mais il y a néanmoins parmi nous des gens, des éléments venant de l'immigration maghrébine notamment, africaine aussi, un petit peu moins, asiatique certainement, parmi les Vietnamiens il n'y a pas beaucoup de communistes, on est d'accord, hein. Eh bien ces gens-là nous soutiennent, nous en tant que blancs. Voilà, et ben moi ça me pose aucun problème, comme ça ne pose aucun problème aux Palestiniens, par exemple, dans les manifestations à Paris pro-palestiniennes, d'avoir plein de blancs qui soutiennent des Palestiniens. Ça ne dérange pas les Palestiniens d'avoir des blancs qui les soutiennent. Ben moi, en tant que blanc, ça ne me dérange pas qu'il y ait des éléments du tiers-monde, si je puis dire, qui me soutiennent, sachant qu'il y en a, c'est une toute petite partie de la population afro-maghrébine, on est d'accord. Voilà, donc j'accuse la France insoumise d'être responsable de la perte de popularité du mouvement des Gilets jaunes dans la population française. On est passé à un taux de popularité de 80%, à un taux de popularité on est à 50%, un petit peu plus de 50% maintenant, et je crois que ça va continuer à baisser si on continue comme ça. Donc oui, Aude-Lancelin, Ruffin, Corbière, Clémentine Autain, tout ça, vous avez soutenu les antifas dès l'acte 9 à Bourges, hein. C'était à Bourges que ça a commencé, hein, avec les Berruyers Noirs, la chanson des Berruyers Noirs, que vous avez complaisamment relayée. La jeunesse emmerde le Front National. Je vous rappelle que la jeunesse, aujourd'hui, vote manifestement à l'extrême droite, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas. Et de toute manière, et je vous l'avais dit dans une ancienne vidéo, vous ne récupérerez pas les gilets jaunes authentiques. À partir du moment où on en a un peu marre de l'immigration, on comprend que l'immigration n'est pas un phénomène naturel, mais c'est orchestré par le pouvoir, pas par les capitalistes, hein. Les capitalistes, ça les arrange bien. Et c'est le pouvoir, c'est la République française qui organise l'immigration et la société multiculturelle. À partir du moment où on comprend ça, on ne revient pas en arrière. Et à partir du moment où on comprend qui organise tout ça, les petites communautés qu'il y a derrière le LGBT, derrière l'immigration, derrière le féminisme, derrière toute cette tourbe transgenre, on va dire, voilà, pour faire court, eh bien on ne revient pas en arrière. C'est pour ça que la France insoumise, vous essayez de récupérer le mouvement des Gilets jaunes, mais finalement, vous récupérez que des gens qui vous sont déjà acquis. Et je pense qu'aux élections, vous allez vous crouster méchamment. C'est pas parce qu'il y a 40 000 personnes dans la rue que ça forme la France, hein, et là-dessus, les gens du gouvernement ont raison. Oui, c'est un stade de football, hein, comme dit Castaner, finalement. Donc, vous imaginez que la France vous appartient, mais vous allez avoir un revers de raquette dans les gencives aux prochaines élections, hein. Je pense que ça va se passer comme ça. Votre intérêt n'est pas de déployer vos drapeaux comme vous l'avez fait, hein. Je pense qu'on avait un intérêt commun à jouer là-dessus. Je ne dis pas que vous avez trahi, parce que c'est dans votre nature, de toute manière, hein, de trahir. C'est ce qui fait votre algorithme, hein. C'est la trahison à l'extrême gauche, puisque vous trahissez le pays dans lequel vous êtes, vous trahissez les prolétaires français en faisant venir systématiquement, en encourageant l'immigration. Je vous rappelle, c'est pas compliqué à comprendre, moi j'ai pas fait l'ENA ni Sciences Po, hein. L'immigration fait baisser les salaires, okay, donc c'est le salarié français qui trinque. Mais même ça, vous n'arrivez pas à le comprendre. Ce que vous nous dites, c'est oui, c'est l'immigration illégale, c'est pour ça qu'il faut les naturaliser. Et moi je vous réponds, naturaliser ou pas, ça fait baisser les salaires. C'est pas difficile à comprendre. Vous bossez pour le grand capital. Mais je crois qu'il faudrait
une discussion en tête-à-tête pour parvenir à vous convaincre. Là, vous avez plus de 40 ans, allez, vous avez 50 ans, 60 ans en moyenne, vous, les têtes de la France insoumise, vous ne comprendrez pas, vous ne pouvez pas remettre, ça s'appelle la dissonance cognitive, vous ne pouvez pas remettre en question tout votre passé sous le coup de quelques arguments bien sentis et évidents. Donc c'est trop tard pour vous. Moi je m'adresse plutôt aux jeunes, et c'est ce que j'ai fait depuis le départ. Quand je parlais d'une alliance avec l'extrême gauche, c'est évident que je m'adresse plutôt aux jeunes de 20-25 ans, qui sont encore un peu en quête de vérité. La vérité, c'est que quand on est anarchiste, on est souvent très jeune. C'est ensuite que l'on comprend qu'on s'est fait avoir par des idéologies qui sont belles. Mais ça, c'est que sur le papier. Parce que dans la réalité, ces idées de paix sur Terre, de paradis sur Terre, ça se finit toujours en enfer. Et on l'a vu en Russie, notamment, entre 1917 et 1947. Je rappelle qu'il y a eu 30 millions de morts. C'était le la deuxième plus grande tragédie du monde, après ce qui s'est passé en Chine. Oui, là, effectivement, oui, je suis désolé, les morts se comptent par dizaines de millions. Alors, on n'en parle pas beaucoup à la télévision, hein. Il y a une raison à cela. Pourquoi est-ce que c'est toujours le régime nazi qui est pointé du doigt et pas le régime communiste qui a été beaucoup plus sanguinaire? Parce que le système médiatique, le cinéma est complètement verrouillé par les cousins ou les arrière-petits-cousins des gens qui ont fait le bolchevisme. Karl Marx, Lénine, Trotsky, Kamenev, Zinoviev, qui tenaient Moscou et Saint-Pétersbourg, Tsverdlov, le premier président de l'Union soviétique, Radek, qui était à l'Internationale, les responsables des syndicats, les ministres, etc., n'étaient pas des Bretons ou des Russes orthodoxes, hein, on est d'accord. Et ce sont les mêmes personnes qui tiennent Paramount, la Columbia, la MGM, la Warner, etc. Donc, ils ne vont pas faire des films contre eux pour se dénoncer eux-mêmes. Voilà. Enfin, écoutez, si vous voulez vous intéresser à ça un petit peu plus, vous avez des livres. Hein. C'est pas sur YouTube qu'on peut acquérir une culture. Donc, voilà, moi je serai évidemment gilet jaune samedi prochain, à cause de cette amende et de ce point en moins encore. Concernant l'antisémitisme, alors écoutez, j'ai lu Marianne il y a 2 semaines, ça se bat un peu dans tous les sens, hein, mais c'est normal. Alors, je vois un article de cette Delphine Orviller. Delphine Orviller, vous savez, c'était elle, le 19 février dernier, place de la République, qui, lors du rassemblement, le grand rassemblement contre l'antisémitisme, prenait la parole et présentait ces petits jeunes-là, qui, je sais pas, ils récitaient des poèmes, je crois. Enfin, à chaque fois, je l'avais fait sur Twitter, hein. Aucun Français de souche, hein, dans les gens qui étaient cités, dont on récitait les textes. Hein. C'était que des bips ou des bips. Voilà. Alors, Delphine Orviller, bip. Bip qui nous dit qu'il sort un livre intitulé Réflexions sur la question antisémite. Putain, c'est vachement original, j'ai dû en éplucher des comme ça, j'en ai épluché peut-être 400. Réflexions sur la question antisémite. Alexandra Ben Saïd, votre invitée ce matin, est rabbin et elle publie Réflexions sur la question antisémite aux éditions Grasset. Delphine Orviller, bonjour. Bonjour. Des insultes dites ou même écrites sur des pancartes, sur des ronds-points, des gestes qu'on appelle donc quenelles. Avec les gilets jaunes ces derniers samedis, que diriez-vous? Vous diriez qu'il y a eu des dérapages antisémites? Il y a eu incontestablement des dérapages antisémites. Ces dernières années, il n'y en a pas eu qu'au sein du mouvement des Gilets jaunes. Il ne faudrait pas résumer le mouvement à ces dérapages-là. Mais... Et je vois, or, poursuit Delphine Orviller, l'ancêtre de cet Aman, un certain Amalek, l'ennemi par excellence de la culture juive. Là, on est dans l'ancien temps, hein, les anciens Hébreux, à l'époque très ancienne, pré-chrétienne. Amalek aurait été le fruit d'une relation incestueuse, écrit-elle. Alors, pour les gens qui ne comprennent pas le judaïsme, c'est-à-dire 99% de la population française, ils lisent « Ah oui, disons, ça c'est du haut niveau, ça ». L'ennemi par excellence dans la culture juive aurait été le fruit d'une relation incestueuse. Ésaü, la victoire de la rue sur la force physique, hein, Freud, direct entre antisémitisme et misogynie. Donc là, c'est de la psychanalyse, on en est là. Et effectivement, très souvent, on aboutit à cela dans l'analyse de l'antisémitisme chez les juifs. Bon, une fois qu'on a compris le concept d'inversion accusatoire, on remet les choses à l'endroit. Le fait est, moi je l'ai montré, et là je suis en train de relire Le miroir du judaïsme, c'est mon livre de 2009,
C'est dans ce livre-là que la partie psychanalytique, c'est-à-dire la troisième partie, est la plus importante. La psychanalyse du judaïsme court sur 3 livres. Psychanalyse du judaïsme, le titre éponyme, 2006, Fanatisme BIP, 2007, et Miroir du judaïsme, 2009. Et je m'aperçois simplement que l'inceste est récurrent chez eux. La question de l'inceste, à travers le cinéma, à travers les romans, à travers les essais, on parle sans arrêt de l'inceste. Là, Amalek, le pire antisémite, serait le fruit d'une relation incestueuse. Mais ça me ramène par exemple à un article universitaire, l'université de Louvain, en 2009, que j'avais repéré. Et le titre, donc l'article était écrit par un intellectuel juif, et c'était « Moïse est-il le fruit d'un inceste ?» Donc là, c'était pas une inversion accusatoire pour le coup. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, on va pas épiloguer là-dessus. Moi, c'est pas pour ça que je serai gilet jaune samedi prochain, c'est pour l'amende. Et puis aussi pour ce genre de choses que je peux voir, par exemple. La vie de Bob et de Françoise, presque la soixantaine. Lui travaillait à charger des camions, son dos a craqué. Douleur, arrêt maladie, chômage, il touche 1 200 € par mois. Elle, une petite pension d'invalidité. Une fois les factures et le loyer payés, on était obligé d'attendre le mois d'après pour faire les courses, confie Bob, qui trouve que dans ces conditions, il n'est pas bon de vivre. Il y a celle de Christine et de Fred, la trentaine. Lui est routier, elle travaille à la cantine et au ménage dans une école, 20 heures par semaine. Ils ont fait construire et remboursent 850 € par mois pour 2100 € de revenus. Essence, frais de garderie pour les enfants, à la fin il ne reste plus grand chose. Il y a celle d'Anthony et de sa famille, 2200 € pour 4. Lui adore la mécanique, mais il ne peut plus se permettre de dépenser 300-400 € pour assister aux 24 heures du Mans. Il y a celle de Marie, veuve depuis peu, qui ne comprend pas qu'on essaie de toucher les pensions de réversion. Elle qui a commencé à travailler à 14 ans, qui n'a presque jamais arrêté. Là, dans Réfléchir et agir, c'est une revue que j'aime bien. J'ai perdu la page. Mais enfin, il s'agissait aussi de... Il s'agissait de la même manière d'une personne qui... voilà. Anne-Marie, je vais être à la retraite dans 2 semaines. J'ai travaillé pendant 42 ans. Ma retraite sera de 745 €. Le migrant arrivé la veille, intéresse plus notre hyperclasse mondiale que ceux qui sont là depuis des générations et qui incarnent ce pays. Moi, c'est pour ça que je suis gilet jaune. Moi, je défends le peuple. Pas le grand capital, amis, anarchistes, Trotsko, Antifa. Je défends le peuple. Nous, on défend le petit peuple français. On défend les nôtres, quoi, tout simplement. Et c'est d'autant plus légitime qu'ici, on est un peu chez nous. C'est notre terre, quoi. On a toujours vécu là depuis des générations. Tous nos parents, nos arrière-grands-parents, jusqu'à 300 générations avant, sont enterrés ici. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Qu'on quitte le pays, qu'on dégage, qu'on laisse le terrain au grand capital, aux oligarchies? Il y a des gens comme vous qui bossent pour eux? Non, on ne peut pas vous laisser ça. Samedi prochain, gilet jaune, mes amis. À bientôt, j'espère. J'espère rencontrer aussi des gilets jaunes dans la manifestation. Salut.